Qu'est-ce qui se passe si on oublie de respirer? Je précise que vous êtes professeur de neurologie, mais on va voir le lien. Normalement, on n'oublie pas de respirer parce qu'on n'a pas besoin de s'en souvenir. Normalement, on n'a pas besoin d'y penser, d'en être conscient, d'y faire attention. Ça se passe normalement tout seul. Donc, normalement, on ne peut pas oublier de respirer. C'est pas la seule fonction qui se passe toute seule, d'ailleurs. Non. Alors, en fait, toutes les fonctions qui sont pilotées par ce qu'on appelle le système nerveux autonome se passent à peu près tout seul. C'est-à-dire la digestion, les battements du cœur, le réglage de la pression artérielle, la transpiration, etc. Tout ça, eh bien, il faut le contrôler quand même, il faut le réguler. Mais ce n'est pas le système nerveux habituel dont on parle, c'est le système nerveux autonome, parce qu'il fait ses affaires dans son coin sans qu'on en soit conscient, en fait. Alors c'est vrai que la volonté ne peut rien contre la transpiration, mais la respiration, on peut quand même retenir son souffle, on peut respirer plus ou moins profondément, volontairement, ça. En effet, et le cas de la respiration est intéressant parce qu'il a en fait un double contrôle, d'une part par ce système nerveux autonome dont on ne s'occupe pas volontairement, mais aussi un contrôle conscient. Et ce sont deux systèmes cérébraux différents. Le système autonome et pilote de la respiration est piloté par ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui est en dessous du cerveau, et le contrôle volontaire de la respiration, comme toutes sortes de mouvements volontaires autres, par le cerveau lui-même, par le cortex du cerveau. Et il y a des gens qui oublient de respirer. Voilà, il y a des gens qui oublient de respirer, c'est pas courant, c'est ce qu'on appelle l'hypoventilation centrale congénitale alvéolaire. Voilà. Bon, plus court, ça s'appelle aussi le syndrome d'Ondine. Alors, Ondine, c'est... En un mot. C'est pas qu'on va à table et qu'on dîne. C'est une fée des rivières qui, telle qu'elle est décrite par Jean Giraudoux dans sa pièce Ondine, eh bien, a des relations amoureuses avec un homme, avec un humain, et ça se passe pas très bien. Et puis, à un certain moment, l'humain lui dit, ah bah, depuis que tu m'as quitté, Ondine, eh bien, tout ce que mon corps faisait tout seul, eh bien, maintenant, je suis obligé d'y penser. Si je veux voir une prairie verte, eh bien, je suis obligé de dire à mes yeux de le voir, et je suis obligé de penser à entendre, penser à respirer, etc. Et peut-être qu'un jour on va dire de moi, bah, il est mort parce qu'il l'embêtait de respirer. Alors ça c'est le Giraudoux, mais dans la vie réelle, ça se passe comme ça dans le syndrome d'Ondine. Alors ça se passe comme ça, c'est-à-dire que je vous ai dit, il y a deux systèmes qui contrôlent la respiration, le système volontaire et le système autonome. Dans le syndrome d'Ondine, le système volontaire marche, ce qui fait que quand on est réveillé, eh ben, on pense d'une certaine manière à respirer et ça se passe bien. Mais quand on s'endort, eh bien, normalement, le système automatique autonome suffit à vous faire respirer. Là, il ne suffit pas à vous faire respirer. Et donc, on risque d'arrêter de respirer et de mourir. C'est rare, hein, vous l'avez dit. Alors c'est rare, il y a peut-être quelque chose comme 1000 cas sur la planète, donc c'est pas très courant. Ça a été découvert il n'y a pas très longtemps, en 1970, ça a été décrit pour la première fois. Et depuis à peu près 10-12 ans, on sait que ça résulte d'une mutation d'un gène qui s'appelle le gène FOX2B, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un gène qui sert, au moment de développement de l'embryon dans le ventre de la mère, à mettre en place, à mettre au point le fameux système nerveux autonome. Et donc, quand il y a un syndrome d'Ondine lié à cette anomalie d'installation du système nerveux autonome, il y a parfois, pas toujours, mais parfois d'autres anomalies autonomes, telles que la régulation de la fréquence du cœur, de la digestion, etc., mais pas toujours. À quel âge on fait le diagnostic et comment? Alors, le diagnostic est fait très tôt, très très tôt normalement, presque toujours, pas toujours, parfois il y a des formes qui commencent plus tard, mais enfin, d'habitude c'est des petits bébés qui ont des malaises, qui s'arrêtent de respirer. Et on les examine, on essaie de faire un diagnostic, on voit que le cœur marche bien, que les poumons marchent bien et que néanmoins ils arrêtent de respirer. Et que la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est de les brancher sur une machine à respirer mécanique pour les faire respirer. Et généralement, c'est comme ça qu'on est amené à faire le diagnostic d'Ondine. Alors, vous disiez que dans la journée ça marche, et la nuit que ça marche. Il y a quoi? Il y a un contrôle volontaire qui fonctionne Voilà, alors ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui fait normalement le contrôle automatique? Il surveille. Alors, il surveille quoi? C'est-à-dire, si vous faites un effort, par exemple, vous faites de la course à pied, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va avoir besoin de plus d'oxygène. Donc besoin de ramasser plus d'oxygène dans l'air et besoin d'évacuer plus de dioxyde de carbone, de CO2. Bon, alors, quand vous faites votre effort, eh bien, le taux d'oxygène diminue dans le sang, le taux de dioxyde de carbone augmente dans le sang, et tout ça est surveillé normalement par des petits capteurs qui disent au cerveau, ah là là, il n'y a pas assez d'oxygène, il y a trop de dioxyde. Il faut respirer plus, qui sont là, dans le cerveau, et qui disent au cerveau, bah, maintenant il faut faire quelque chose. Alors le cerveau ressent un besoin de respirer, et puis on respire plus. Dans le syndrome d'Ondine, ce système ne marche pas, le cerveau n'interprète pas bien ces signaux, et donc un patient comme ça, il fait un effort, il ne se sent pas manquer de souffle, manquer de respiration, donc il n'ajuste pas son effort respiratoire, il ne s'aperçoit pas d'une certaine manière qu'il manque d'air. Est-ce qu'il y a quelque chose de visible dans le cerveau? Alors, dans le cerveau de ces gens-là, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est vrai que si on fait de l'imagerie, il y a quand même des études qui ont été faites. Vous voyez peut-être quelques petits points jaunes là sur les images qui sont essentiellement dans le tronc cérébral, dans les systèmes de contrôle de la respiration. Il y a des discrètes anomalies. Comment on traite?
Alors, il n'y a pas vraiment de traitement de la cause, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer le système nerveux autonome, mais ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, évidemment, c'est ventiler, c'est-à-dire brancher sur une machine. Alors, les tout petits bébés, quand on découvre la chose, on les ventile 24 heures sur 24 en permanence avec une petite trachéotomie. Et puis quand ils grandissent, ensuite, on peut éviter d'avoir à ventiler les gens tout le temps. On doit les ventiler la nuit. Et donc les gens, quand ils vont se coucher, quand c'est le soir, eh bien ils se mettent un masque sur le visage qui est branché à une machine et qui les fait respirer, pendant qu'ils dorment. Alors vous le disiez, il peut y avoir d'autres choses associées. Est-ce qu'éventuellement il y a une atteinte intellectuelle ou pas du tout? Alors normalement, si les gens sont bien ventilés, il n'y a pas de problème de développement intellectuel. Il y a des enfants qui se développent sur le plan intellectuel d'une manière tout à fait normale. Maintenant, ce qui est vrai quand même, c'est que on peut se dire, s'il faut penser à respirer, est-ce que ça pose pas un problème? Est-ce que ça n'empêche pas de penser à autre chose en même temps? Et là-dessus, il y a une étude qui vient d'être publiée par des collègues et amis de la Salpêtrière, neurophysiologistes et pneumologues, qui ont étudié une patiente qui souffre d'un syndrome d'Ondine, qui est étudiante, et qui justement avait signalé que pour passer des examens, pour faire des exercices un petit peu difficiles, elle trouvait qu'elle était plus performante intellectuellement si elle se met son masque sur le visage pendant qu'elle travaille. Oui. Ce qui suggère effectivement qu'il y a une espèce de compétition pour des ressources mentales limitées entre respirer et penser à autre chose. Comment on fait ça pour étudier comment on fait pour étudier ça de façon objective? Alors, de façon objective, d'une part, ils ont fait des tests de comportement, des tests qui demande beaucoup d'attention, une attention assez soutenue. Ils ont montré qu'effectivement, elle est un peu moins bonne, qu'elle a des performances un peu moins stables quand elle respire toute seule que quand elle respire avec son appareil. D'une certaine manière, l'appareil lui libère une partie de son esprit pour s'occuper de ce qu'elle est en train de faire. Et ça donne quoi dans l'imagerie du cerveau, la compétition, réflexion et respiration? Alors, qu'est-ce que ça donne? Je peux vous montrer deux images. Alors, cette première image, c'est des coupes de cerveau. Est-ce que vous voyez en jaune, c'est des régions qui, disons, sont plus activées quand il y a le ventilateur que quand il y a une respiration spontanée. La dame, elle est là, elle est dans la machine, elle ne fait rien du tout. Ce que ça veut dire, c'est que, d'un certain point de vue, l'activité du cerveau est plus normale pendant qu'il y a la machine que quand il n'y a pas la machine. Ouais. Voilà, l'esprit est libéré, le cerveau est libéré pour penser à autre chose. Et il y a une deuxième image qui montre plein de régions cérébrales, là aussi des taches jaunes. Ouais. Ces taches jaunes, ce que ça veut dire, c'est pendant que la machine n'est pas allumée, respiration spontanée, comme ça, eh bien, ces régions-là sont plus connectées avec le tronc cérébral. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire ces régions-là, quand vous devez contrôler volontairement votre respiration, vous devez les recruter, les mettre à contribution pour contrôler dans le tronc cérébral le système de respiration. On peut pas les utiliser pour autre chose. On peut imaginer que ça interfère avec leur utilisation pour autre chose en même temps. Vous vouliez citer un grand philosophe? Oui, je crois que c'est Pierre Perret, le chanteur bien connu, qui a dit, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, qui a dit, je crois que oublier de respirer est la seule distraction fatale, quelque chose comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est bien. Merci beaucoup, Laurent.